Merci. Merci madame. Merci à vous et merci au Festival de l'Histoire de l'Art de recevoir un homme de marché, puisque le marché fait partie de l'histoire de l'art, mais il est une discipline tout à fait périphérique. Le faux, par contre, n'est pas du tout périphérique chez nous, malheureusement, et pour moi particulièrement, je pense que mon expérience d'expert qui a été trompé par des faussaires, j'hésite longtemps à en parler. Pendant très longtemps, j'ai mis le couvercle dessus parce que j'avais honte de m'être trompé. Mais depuis quelques années, j'ai décidé de prendre le problème autrement. Je ne me suis pas trompé, j'ai été trompé, ce qui est très différent. Et donc, plutôt que de subir, je souhaite vraiment que la peur change de camp. Et j'ai commencé à poursuivre des faussaires et je ne les lâcherai pas. Je vais, à partir de quelques exemples précis, en vous parlant d'abord de tableaux dans lesquels je ne me suis pas trompé parce que je n'étais pas concerné, parce que je n'étais pas né, poser les problèmes du faux, les problèmes qui posent au marché, mais surtout, parce que c'est ce qui vous intéresse, les problèmes qui posent au monde de l'art et à nous tous en particulier. Puisqu'au fond, quand des musées sont trompés, c'est le public qui est trompé, ce sont les références qui sont trompées, c'est toutes les bornes qui nous dirigent qui sont déplacées. Et ça, c'est un vrai problème. Et le faussaire, il construit sa fortune, parce que les faussaires font ça. J'ai entendu ce matin que les faussaires étaient des gens finalement assez intéressants. Ils font ça pour l'argent, pour l'argent et pour l'argent. Il n'y a pas d'autre motif. Et vous allez, j'espère, tous, comme moi, voir à 18h30 le chef-d'œuvre d'Orson Welles, le Caravage du cinéma. F comme Feix, au cinéma, j'ai oublié le nom du cinéma, mais il fait partie. Mais l'Ermitage, voilà, à 50 mètres d'ici. Et c'est la conclusion d'Orson Welles, une conclusion à l'Orson Welles, grandiose, sur les vitraux de Chartres. Vous la verrez tout à l'heure. On va commencer, si vous voulez, par un premier exemple. Ce tableau était un des tableaux les plus chers du monde. Et je l'ai vendu, moi, Modeste Turquin, en 1995, pour 350 000 francs français. À peu près, ça fait 70 000 euros. En 1943, ce tableau a été acheté par Boijmans van Beuningen, le fondateur du musée Boijmans, admirable musée de Rotterdam, qui n'existerait pas sans lui, puisqu'il a construit le bâtiment avec sa décoration intérieure art déco exceptionnelle, une collection de Rubens, une collection de... Et en fait, depuis les années 35, sont apparus en Hollande des nouveaux Vermeer. Vermeer, on dit qu'il a été découvert à la fin du 19e, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque déjà en 1787, le roi avait renoncé à acheter un Vermeer tellement il était cher. Donc, mais c'est un artiste qui n'a jamais connu de passage à vide, comme beaucoup d'autres artistes, mais qui, dans les années au XXe siècle, a connu une ascension verticale. Tout le monde cherchait des Vermeer. On savait que Vermeer, qui était catholique, ce qui était une exception dans la Hollande calviniste, avait peint des tableaux religieux, et bien sûr qu'on cherchait ces tableaux religieux dont on ne connaissait qu'un, qui est le tableau d'Édimbourg. Et est apparu un tableau de format moyen, un tableau de Vermeer, qui a été reconnu par Bredius, le grand expert de l'époque, et puis est apparu un tableau un peu plus grand, et celui-ci, il faisait 4 mètres de large. Voilà. C'était le sommet de la production de cet atelier de Vermeer religieux. Ce tableau, je l'ai bien connu. Avant de le vendre, il était dans un grand hôtel particulier à Genève, l'hôtel de Saussure, dans l'escalier, un de leurs locataires avait ce tableau. Et ce locataire avait été l'avocat de Van Beuningen dans le procès de 1945. Venons-en au procès. Un groupe de tableaux apparaît sur le marché, une excitation de plus en plus grande. À l'époque, le marché de l'art pendant la guerre, il faut bien le savoir, était extrêmement dynamique. Évidemment, il y avait beaucoup d'œuvres spoliées, mais surtout, il y avait une insécurité financière totale. Qui allait acheter de l'immobilier? Qui allait acheter une entreprise
en 1943 en Hollande occupée. Par contre, le marché de l'art, lui, continue à circuler. Et Van Beuningen, qui avait fait fortune dans le shipping, il était armateur, avait le projet de fonder ce musée. Et on lui présente Hugendick, qui était un des grands marchands hollandais de l'époque, lui propose ce tableau en lui disant que déjà un autre grand tableau de Vermeer était parti en Allemagne pour le musée du Führer, qui était passionné par Vermeer, et que ce tableau était en piste pour l'Allemagne, qu'il fallait absolument faire quelque chose dans l'urgence. Sur le marché de l'art, les affaires qui se font dans l'urgence ne sont pas toujours les plus saines. Et Van Beuningen, ne croyant que son bon cœur de néerlandais occupé par les nazis, achète le tableau. Il achète le tableau pour l'équivalent de entre 20 et 25 millions d'euros d'aujourd'hui. Donc un vrai prix quand même. Bon, la guerre se termine. Là, en 1944, la Hollande est libérée. Et le vendeur du tableau, Hans van Meegeren, est arrêté. Il est arrêté pour intelligence avec l'ennemi, puisqu'il avait vendu plusieurs tableaux aux Allemands, à Göring essentiellement, par l'intermédiaire d'un banquier néerlandais. Il est arrêté et il est parti pour 20 ans de prison. Et il a choisi, tout à l'heure Madame Roland nous a dit qu'il arrivait qu'un faussaire se dénonce, et là il s'est dénoncé. Et il a eu raison parce qu'il n'a écopé que de 2 ans de prison. Ce qui était, à mon avis, largement insuffisant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Van Meegeren a été condamné, il était le 2e homme le plus populaire de Hollande. Et c'est ça qui m'intéresse, le côté Robin des Bois du faussaire. Pardon. Il était tout, sauf un Robin des Bois, tout. D'abord parce qu'il n'était pas Robin, il ne vivait pas dans les bois, il avait une magnifique maison sur les hauteurs de Nice, une propriété somptueuse, il roulait carrosse, comme Ananov dont on parlait tout à l'heure, mais à un niveau largement supérieur. C'était un monsieur immensément riche, extrêmement, il avait tous les succès. Mais 2e homme le plus populaire de Hollande, après la reine qui avait été héroïque pendant la guerre. Bon, ce tableau, Van Beuningen évidemment apprend que... Je vais vous montrer d'ailleurs les photos de la vente, pas exactement de la vente, mais voilà. Il y a des tableaux sur le mur, mais ce n'est pas une vente, c'est le procès. Et devant le jury, il a été obligé de s'exécuter, montrer qu'il savait dessiner, il fallait qu'il prouve qu'il était faussaire. Bon, il y est arrivé. Et il a expliqué même comment il avait constitué son tableau, et vous allez voir, je vais chercher à vous le rendre un peu moins sympathique. J'espère réussir. Voilà, il a acheté un grand tableau de Hondius, qui n'est pas très loin d'être un chef-d'œuvre de Hondius, et il a repeint le tableau. Donc, il a récupéré les pigments, la technique que vous verrez tout à l'heure. Il a récupéré les pigments, récupéré la toile, remixé les pigments et les a réutilisés. Donc le tableau résistait aux analyses de pigments, aux analyses scientifiques. La toile était parfaitement du XVIIe. Et bon, il faut avoir un respect limité pour les œuvres du XVIIe pour faire ça, puisqu'il a quand même massacré un vrai tableau de Hondius pour faire une horreur qui est le tableau que vous allez voir. Revenons à l'horreur. Première chose, nous étonnons, je vous remets l'image, nous étonnons, nous, que ce tableau, d'abord on l'ait trouvé beau et qu'on ait pu y croire. On ne comprend pas comment Bredius et toute sa génération, la crème de l'expertise, aujourd'hui les experts voyagent, les conservateurs voyagent beaucoup plus qu'autrefois. En Hollande, dans les années 40, il y avait beaucoup de très bons spécialistes. Mais entre autres, Bredius, fondateur du musée Bredius, un immense conservateur et collectionneur. Comme je vous l'ai dit, il a été trompé. Il a été trompé par un premier tableau. Je crois d'ailleurs me souvenir qu'avec cet humour batave que j'admire beaucoup, le conservateur du musée de Rotterdam d'il y a 20 ans avait accroché ce premier tableau, il l'avait accroché derrière la caisse du musée. Je trouvais que c'était plein d'esprit. Toujours est-il que
Pour nous, c'est une évidence que ce tableau est un tableau peint à la période Art déco. Il est très influencé par le cinéma de Murnau. On a l'impression de voir Marlène Dietrich et les premiers films de M comme m'abuse, enfin les premiers films de Fritz Lang. Ce tableau, il hurle les années 25. Et comme le disait très justement Madame Roland tout à l'heure, le faussaire, il va tromper sa génération. Pourquoi? Parce que le faussaire, il travaille pour la mode. C'est un monsieur qui fait plaisir. Il va vous donner ce que vous cherchez. Et donc il va être quelque part un peu prisonnier de la mode. Il est prisonnier de pas grand-chose, le faussaire. Il peut faire ce qu'il veut, il est libre, comme tous les artistes. C'est une forme d'artiste, mais il est quand même influencé par la mode. Lui est influencé par la mode, et ses clients encore plus. Et un peintre travaille toujours avec l'idée d'un client quand même, même s'ils vont pas, si c'est pas une commande. Et aujourd'hui, alors techniquement, les tableaux étaient presque parfaits. Malheureusement, mon illustration a un petit peu vieilli. C'était un hectachrome, ça a tendance à vieillir les hectachromes. Mais le jaune et le bleu du manteau du Christ et le jaune de Saint Jean sont vraiment les jaunes et le bleu qu'on retrouve chez Vermeer, qui sont des couleurs qu'aucun autre peintre en Hollande n'a réussi à obtenir. Il faisait des mélanges bien à lui. Et je vous reparlerai tout à l'heure de... justement, on peut en parler maintenant. Donc, voilà cette histoire. Moi, je vends le tableau en 95. Il est acheté par le musée de Rotterdam, ce qui est, ce qui est quand même passionnant. Et comme info, bien entendu. Je crois, il y a 10 ans, est sorti le petit livre de Jonathan Lopez, que je vais vous montrer tout à l'heure. Flûte, je ne l'ai pas. Bon. Oh non, le voilà. Je recommande la lecture de ce livre. Qui s'intéresse à Van Meegeren, à ce plus grand faussaire du XXe siècle, doit lire ce livre. Parce qu'en fait, Jonathan Lopez a fait une véritable recherche. Et il a découvert que Hans Van Meegeren avait un associé, probablement même un financier à ses débuts, qui était un personnage que je respectais infiniment avant de savoir cette histoire, Theodore Ward. Theodore Ward est le donateur au Ashmoleum d'Oxford de la plus belle collection de nature morte hollandaise du XVIIe. Des Jan Davis de Hem, des Eda, absolument bouleversants, c'est sensationnel. Mais Theodore Ward c'est ce que prouve Jonathan Lopez, il était industriel de la peinture en bâtiment. C'était un grand industriel. Et il avait un côté un petit peu plus sombre que le donateur du Ashmoleum. Et c'est lui qui a probablement financé Hans Van Meegeren, et c'est lui qui lui a donné les moyens de réaliser les tableaux. Il lui a donné entre autres la bakélite qui empêchait les ultraviolets de traverser les vernis. Donc les tableaux il les a rendus indétectables. Et il se trouve que j'avais rencontré, dans les années 80, j'avais fait la vente de la succession d'un neveu, il n'avait pas d'enfant je crois, d'un neveu de Theodore Ward, dans le midi de la France. Et j'avais été extrêmement surpris. On m'a dit, vous allez faire l'expertise des tableaux de Theodore Ward. J'ai pris le premier avion, j'étais excité comme une puce. J'ai dit, je vais avoir le reste des tableaux d'Oxford. Et en fait, c'est des tableaux très bizarres, très très bizarres, des fragments. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, ça, c'est ce qui reste chez Theodore Ward, c'est pas croyable. Et plusieurs tableaux très douteux. Bon, on a bazardé tout ça dans une vente de 3e catégorie. Et quand j'ai lu le livre de Jonathan Lopez, j'ai compris. En fait, ces deux hommes étaient deux associés. Un chimiste, industriel fortuné et un faussaire. Alors le faussaire, parlons-en. Ce monsieur si sympathique. Jonathan Lopez a fait une petite étude sur qui était Van Meegeren. Moi j'avais toujours lu que c'était un artiste assez moyen. En fait c'était un zéro pointé, c'était un nul, qui fait des trucs art déco très, très faiblards, qui n'a jamais réussi. Il a fait quelques expositions qui ont toutes été des fours terribles. Et en fait, il a réussi comme faussaire, il a réussi à faire fortune. Mais il a surtout réussi parce qu'il était sympathisant nazi dès les années 30 en Hollande, très engagé dans l'extrême droite hollandaise, et que ce sont ses relations avec justement l'occupant de 40 qui lui ont permis de faire ces ventes exceptionnelles.
En fait, je fais ça parce que je pense que c'est important, et je souhaite vraiment qu'on répande cette parole. C'est important de retourner le public que vous représentez, le public contre le faussaire. Tout à l'heure, je remarquais, pendant le remarquable exposé sur les faux, on a toujours un petit sourire. Même, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand j'ai vu le crâne tout à l'heure. On trouve ça plutôt drôle. En fait, ça fait des morts. C'est catastrophique. Et le seul motif de tous ces gens-là, c'est l'argent. Van Meegeren était vraiment un très sale type. Il a trahi sa femme, il a trahi tous ses amis. Il était naziste, ce qui n'est quand même pas une qualité exceptionnelle. Franchement, il avait comme bonhomme, il avait tous les défauts. Et comme peintre, il était nul. Mais le faux lui a permis de faire fortune. Il a gagné beaucoup plus d'argent qu'Hugendick, qu'il a ruiné, bien entendu, parce qu'il a fallu faire face. Il a gagné beaucoup plus d'argent que tous les gens qui étaient autour de lui. Et vous allez voir le même phénomène avec d'autres. Je vais vous parler d'un autre faussaire, voilà, dont je ne vous montrerai pas de tableau, parce qu'il a fait des faux tableaux modernes, des faux tableaux du XXe siècle. Beltracchi, Walter Beltracchi, s'appelait en fait Walter Fischer. Il a épousé une Madame Beltracchi. Il a trouvé que c'était plus chic de prendre un nom italien, et il a imité des artistes, pas les premiers grands artistes, enfin encore que si, parce qu'il a quand même imité Paul Klee, mais il a surtout imité Van Compendonck, il a imité Hans Macke. Et en fait, il a réussi à tromper probablement en tout cas, sinon le plus grand, un des meilleurs experts sur le marché de peinture allemande de l'entre-deux-guerres, j'ai oublié son nom, Walter Spies. Et il a ruiné la carrière de Walter Spies. Mais en fait, le faussaire, il ne va pas chercher à vous convaincre, vous. Il ne va pas chercher à convaincre un marchand, ou il ne va pas chercher à convaincre un client ou un musée. Il va convaincre le spécialiste. Il va convaincre l'expert. Et à travers l'expert, bien sûr, il va avoir la confiance de tout le monde. Et Beltracchi, il a ses grandes victimes. Walter Spies lui-même ne l'a jamais rencontré. Marc Blondeau, Jacques de la Béraudière, qui l'a pas ruiné, mais qui l'a coûté des fortunes, ne l'ont jamais rencontré. Quand ils sont allés chez lui, il n'était pas là. Il l'a fait recevoir par quelqu'un d'autre. Il était en voyage, c'était un collectionneur tellement occupé. Et en fait, il a toujours mis des écrans entre lui et les autres. Et en fait, Beltracchi, il faisait faire il a fait beaucoup de tableaux en s'appuyant sur la disparition d'une galerie la galerie Flesheim. Oui, la galerie Flesheim. Flesheim était un grand galeriste juif installé, j'ai oublié le nom de sa ville, enfin en Allemagne, qui part dans des conditions que vous pouvez imaginer épouvantables en 1933, en abandonnant sa galerie, s'installe à Londres où il meurt 4 ou 5 ans plus tard, donc il ne pourra pas récupérer ses tableaux, et la totalité de ses tableaux disparaissent. En fait, on pense qu'ils ont été détruits comme de l'art dégénéré, comme beaucoup, mais toujours est-il qu'ils ont disparu. Mais beaucoup d'historiens d'art allemands, à commencer par Walter Spies, cherchaient ces tableaux. Bon, on les leur a trouvés. Un premier tableau est apparu avec une étiquette Flesheim déchirée, avec un petit liseré bleu, etc. Puis un deuxième tableau de Hans Macke, etc. Et il est tombé de la façon suivante. Il est tombé parce que deux historiens d'art, l'un qui travaillait sur Hans Macke et l'autre qui travaillait sur Compendonck, se sont parlé. Et ils se sont dit... Qu'est-ce que vous pensez de cette étiquette? Est-ce que vous l'avez déjà vue? Il a dit oui, je l'ai déjà vue, mais je l'ai vue sur un tableau sur lequel j'avais les plus grands doutes. Et madame, la spécialiste de Van Compendonck, a dit moi c'est pareil. Ils se sont rapprochés, puis là ils ont rapproché la dizaine de tableaux qu'on venait de retrouver de la provenance Flesheim, et ils se sont rendus compte de la supercherie. La supercherie, elle allait assez loin, parce qu'il inventait bien sûr des provenances, des collections. Une collection d'un monsieur Jagers, qui était un grand industriel allemand des années 50, qui était enterré dans le cimetière de je ne sais pas où, qui donc ne pouvait pas vraiment en témoigner, et qui, au dire de ses enfants, n'a jamais de sa vie acheté un seul tableau. Il avait donc créé... Parce que le faux, c'est pas seulement... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le faux, c'est pas objectif. Le faux, c'est subjectif. C'est tout ce qui est autour du tableau pour le faire passer pour. Et la provenance fait partie du faux.
tout à l'heure, on vous a parlé de cette définition un petit peu ambiguë, pas très claire dans le droit français du faux. Moi, j'ai tendance à éviter ce problème. Et au fond, le faux, c'est une escroquerie. Et ça, c'est plus facile à prouver. C'est très bien réglé par le code français. Et j'ai été victime de faux, je vais vous en parler tout à l'heure. Et c'était des escroqueries, avec tout un montage, des pièges sur pièges prévus depuis le début pour vous entraîner jusqu'à la fin, en s'appuyant la plupart du temps sur notre envie de faire bouger les lignes, notre envie de faire des découvertes. Ce qui fait vivre un bureau comme le nôtre, ce sont les découvertes. Mais pour faire des découvertes, il faut avoir envie de les faire, il faut avoir envie de trouver, il faut être un optimiste. Et l'optimiste, c'est du pain béni pour ces affreux qui n'en mangent pas tous les jours. Je recommande ce livre. Alors, faites attention, il y a 2 affaires Beltraki, parce que, quitte à être faussaire, on va jusqu'au bout. Et ils ont sorti, après le livre qui est à charge, qui démontre bien leur mécanisme, leur escroquerie. Et il est sorti, il a fait 2 ans de prison, mais on lui a d'abord laissé ses tableaux, et on lui a laissé une grande partie de son argent. En Allemagne, on peut faire ce qu'on appelle une transaction pénale. Ça décharge effectivement les tribunaux, mais en l'occurrence, moi j'aurais été content de le voir encore en prison. Et j'ai perdu le fil, pardon. Merci. Voilà, oui, merci beaucoup, madame. Merci. Ils ont eu le culot d'écrire une autre affaire Beltraki, faussaires géniaux. Alors d'abord, un faussaire, c'est pas génial. Parce que si c'est génial, c'est un artiste, il crée. Et pour être faussaire, il faut surtout pas être génial. Il faut être assez moyen. Il faut avoir une personnalité qui s'adapte à celle des autres, donc non pas en avoir. Et se caler, il faut être caméléon. Le vrai faussaire, c'est un caméléon. C'est un minable, mais qui va réussir en se calant sur l'autre, qui lui est un grand personnage. Et Beltraki, ça ne le dérange pas de dire « Ah, mais je suis allé dans tel musée et j'ai vu mon tableau. » Sauf qu'il a signé Paul Klee. Mais ça ne le dérange pas de dire ça, parce que justement, comme c'est un mollasson, il cherche à se caler sur plus grand que lui et à marcher dans son ombre. J'espère que je vous les rends moins sympathiques. Alors, je suis obligé de vous parler de moi, et pas en bons termes. Voilà, mais non, pas avec plaisir. Ce tableau de Pierre Bruegel II, dont vous voyez qui est passé en vente au Dorotheum 6 mois après la triste histoire que je vais vous raconter. Ce tableau m'a été apporté par un homme de paille de Ruffini, qui s'appelait Ferrillon, Jean-François Ferrillon. Et il m'apporte ce tableau. J'hésite, je trouve le tableau faible. Mais il était sur un beau panneau du XVIIe. Je le confiais à un restaurateur en qui j'ai une très grande confiance, en lui demandant de faire des analyses. Il revient, monsieur, le tableau est tout XVIIe, vous pouvez y aller. Et j'y vais, mais j'y vais pas complètement quand même, et je le vends comme attribué à Pierre Bruegel. Je ne reconnaissais pas sa main. Mais à l'époque, il faut que je vous dise qu'en 90, devant une assemblée comme la vôtre, j'avais dit, depuis quelques années, chez nous, dans les tableaux anciens, les faux, c'est un faux problème. Et nous ne cherchions pas les faux, on pensait que ça n'existait pas, que ça existait autrefois, mais que depuis Van Meegeren, c'était le dernier grand faussaire. Et pendant ce temps, Ruffini travaillait pour nous avec beaucoup d'énergie. Et entre autres, en faisant ce tableau. Donc, je vends ce tableau, il est acheté par un grand marchand, et le lendemain, le marchand me téléphone en me disant « Il y a vraiment, j'interromps, soyez gentil de conserver mon paiement, de ne pas le transmettre au vendeur, j'ai un doute sur le tableau. » Et puis on se rend compte qu'effectivement le tableau est archi faux. Il y a quand même un procès, parce que le vendeur, Ferrillon, refuse de rembourser. Et il y a un procès, et dans le procès, à la fin du procès, il dit que le tableau lui a été confié par Ruffini. Ah, j'ai tout compris. Pourquoi? Parce que je connaissais très bien Ruffini comme un client. Quand je me suis installé à Paris en 87, pendant les 3 premières années, il m'achetait beaucoup de tableaux. Des petits tableaux, toujours en dessous de 1000 €, l'équivalent de 1000 €, des petits cuivres, des petits panneaux, jamais de toile, toujours des cuivres et des panneaux, mais à des tout petits prix, 4, 500, 600, 800 €. Et un jour, je me souviens très bien de cette conversation avec ce client, qui était, je crois, la dernière que j'ai eue avec lui, et je me dis, mais
il faut que vous changiez de vitesse. Regardez, dans la même vente, il y a un tableau qui est vraiment de l'atelier de Franken, c'est un vrai petit Franken peut-être, c'est une vraie chose, c'est pas tellement plus cher, c'est le double. Il m'a dit non, monsieur Turquin, moi, la seule chose qui compte pour moi, c'est que ça soit authentique. C'est quand même formidable. Et je n'ai compris que plus tard ce qu'il faisait. Il n'achetait jamais de toile, il achetait toujours des panneaux, comme celui-ci, ou des cuivres, il les grattait, les remixait, réutilisait les pigments et repartait. Il faisait un tableau complètement différent. Van Meegeren, il avait tendance, quelquefois, quand il y avait quelque chose à sauver dans le tableau, à le sauver. Il faisait des incrustations qu'il faisait passer pour des restaurations anciennes, etc. Ruffini, lui, fait du Ruffini. Et je crois que maintenant, j'en ai eu tellement, malheureusement, que je crois que je les reconnais. Donc quand je vois, au bout d'un moment, j'ai compris, je l'ai menacé, je lui ai dit de toute façon, ça va prendre le temps qu'il faut, mais j'aurai votre peau. Je ne l'ai pas eu. Et donc le tableau, il y a un procès, le tableau est restitué, je suis obligé de rembourser, je suis condamné parce que j'ai mal conseillé le commissaire-priseur, ce qui est tout à fait normal. Et là, j'ai fait la deuxième erreur. Je n'ai pas fait appel. Quand j'ai appris que Ruffini était le propriétaire, j'ai compris que je m'étais fait avoir, mais j'avais tellement honte de m'être fait avoir, j'avais tellement peur pour ma réputation, disant un Turquin ça peut pas se tromper, c'est connu. Et donc j'ai pas eu le courage d'aller en appel et de faire une action. Et aujourd'hui je suis un peu moins lâche, un peu plus courageux, et je le poursuis pour autre chose. Vous allez voir. Pour vous montrer quand même le culot de ces gars-là. 6 mois plus tard, le tableau est dans la vente du Dorotheum à Vienne, mais cette fois, il a compris dans le procès et il est en plein, comme un vrai Peter Bruegel, avec un certificat de Klaus Hertz que je n'avais pas consulté parce que j'avais un doute, donc je n'avais pas envie de le faire reconnaître, comme un Bruegel. Mais il ne m'était pas venu une seconde à l'idée que le tableau pouvait être tout neuf. À propos de tableau tout neuf, un Saint-Jérôme, un admirable Saint-Jérôme, que je vais voir dans un coffre à Genève, pour un client luxembourgeois. Je fais venir le tableau à Paris pour étude, je le garde 6 mois. Nous le gardons 6 mois, nous le regardons, nous avons des yeux extérieurs qui regardent aussi le tableau. On n'y arrive pas. Le panneau était magnifique, le tableau était très très impressionnant. Mais je ne sais pas, il ne générait aucune émotion chez moi en tout cas, et comme chez les gens qui étaient autour de moi. On n'y arrivait pas, et on n'arrivait pas à penser que ça pouvait être du grand parmesan. Nous rendons le tableau, je sais qu'ensuite il passe par le Louvre, je crois qu'il est passé au laboratoire du Louvre, il passe ensuite, qui doit avoir les mêmes hésitations, le tableau disparaît, je le vois repasser 2 ans plus tard dans une vente à New York comme attribué à Parmesan, il fait $800 000, et c'est tout à fait par hasard, mais vraiment par hasard, en lisant une chronique judiciaire, que je réalise que le propriétaire qui avait confié le tableau à cette chaîne, c'était Giuliano Ruffini. Donc entre-temps, au lieu de faire des petits tableaux flamands, il a complètement changé de vitesse. Et au lieu de faire des tableaux, des Bruegel 18, il s'est mis à faire des vrais tableaux de musée, des choses réellement qu'on pouvait vendre pour des millions. Alors je vais vous en montrer plusieurs qui sont des créations Ruffini pures. Le Cranach du prince de Liechtenstein est un petit tableau grand, je sais pas, grand comme ça, voilà, un peu plus grand que ça, sur un panneau de chêne, lui aussi certainement très ancien, et certainement sans doute possible sur l'âge du panneau. Et ce tableau, il s'est promené un petit peu dans le commerce. Il a été proposé à Elvire de Maintenon chez Christie's, qui s'est posé vraiment beaucoup de questions. Elle s'est posé tellement de questions, comme nous d'ailleurs sur le tableau de Parmesan, et elle rend le tableau. Et finalement, il termine dans le commerce allemand, et il est acheté par le prince de Liechtenstein. Le tableau est exposé à l'hôtel de Caumont, à Aix-en-Provence, dans une exposition Cranach, je crois, ou une exposition sur le 16e, enfin. Et il est saisi, encore une fois,
à la demande de Ruffini, parce que dans la cascade de commissions, il se rend compte qu'on l'a trompé. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'on avait vendu le tableau 3 millions et en fait il avait vendu 7 millions. Et il a appris que ça avait été acheté pour 7 millions par le prince de Liechtenstein et ça lui a fait beaucoup de peine et il a poursuivi les voyous qui lui avaient sucré 4 millions. Voilà comment on tombe les faussaires. En fait, il faut être tout seul. Ce qui était probablement le cas d'Ananov, ou en tout cas, ils n'étaient pas nombreux. Alors, non, je vais passer au suivant. Voilà. Le tableau de Franz Hals, un tout petit tableau, lui aussi à peu près la moitié de cette feuille. Non, les 2/3 de cette feuille. Merci, madame. Merci beaucoup. Les 2/3 de cette feuille. Lui aussi sur panneau. Tableau qui est censé sortir d'une collection française. Le tableau demande d'exportation. Vous voyez qu'il est signé, tout est impeccable. Le tableau est classé Trésor national. On ne trouve pas les fonds pour l'acheter et le tableau sort et il est acheté par Mark Weiss, le marchand de portraits du XVIIe de Londres. Et il a le tableau depuis quelques jours, passe un confrère de Sotheby's qui le convainc qu'il a le client pour le tableau et qu'il faut retirer de la vente tout de suite, le décrocher de la galerie, qu'on va le lui vendre. C'est ce qu'ils font et ils le vendent 10 millions de dollars à M. Edrin, collectionneur de tableaux de Seattle. Et même phénomène, une cascade c'est beaucoup 10 millions, hein. Surtout si vous partez d'un tableau qui a dû coûter... parce que tout est en valeur ajoutée, hein. Donc la TVA sur ce type de tableau, elle est très très importante. Et j'ai remarqué qu'il n'y a jamais de TVA. Ça passe toujours par des circuits invraisemblables. Et c'est obligatoirement, ça passe obligatoirement par des circuits invraisemblables. Ce qui ça ne peut pas être au grand jour. Et une dénonciation, une lettre anonyme, entre voyous on n'est pas toujours si courageux que ça, une lettre anonyme... Moi j'ai reçu des lettres, mes confrères en ont reçu aussi, en disant il faut faire quelque chose, cette histoire est un scandale, justement d'un des intermédiaires qui n'avait pas touché la commission à laquelle il estimait avoir droit. Et tout ça fait beaucoup de bruit et ça fait beaucoup de peine aussi à M. Edrin, le propriétaire, qui se retourne immédiatement contre Sotheby's. On fait une expertise plus poussée et cette fois, au lieu d'analyser le panneau et les pigments, on analyse le médium. Et dans le médium, on trouve du tournesol qui, apparemment, n'était pas utilisé au XVIIe siècle. Donc, ça a coûté 10 millions à Sotheby's, pas mal, enfin 10 moins 5 sans doute. Enfin, la cascade s'est refait, mais dans la souffrance. Alors, à propos de souffrance, la mienne. Ce tableau de Solario reprend une composition d'Andrea Solario, grand élève de Léonard de Vinci, et c'est un tableau qui reprend exactement, enfin presque à la lettre, mais en plus petit. Il est aussi un tableau de petit format, la moitié de cette feuille. Sur panneau, cette fois c'est un panneau de peuplier, non c'est un papier collé sur un panneau de peuplier, ce qui se faisait à l'époque, enfin ça pouvait se faire. Et le tableau m'est proposé par un ancien stagiaire, fils d'amis très proches, qui s'est lancé dans le commerce de tableaux 19e, il ne connaît rien au XVIe siècle, il m'apporte le tableau un jour, il en voulait un tout petit prix, je crois que c'était 60 000 €. Je ne peux pas le laisser passer parce que j'avais vendu le grand tableau dans des conditions un peu rocambolesques, mais ça avait été un exploit de notre bureau, et évidemment je ne pouvais pas laisser passer pour une fraction du prix l'esquisse ou une préparation pour le tableau. Je fonce, j'achète le tableau. Je le montre à Jean-Pierre Cusin qui travaille avec nous et Jean-Pierre Cusin, poliment, hésite. Il me dit votre tableau quand même, Solario. Bon. Je le montre à Stéphane Pintin, à toute l'équipe. Bon. Et courageusement, je mets le tableau de côté en me disant je m'en occuperai plus tard. Voilà. Je trouverai bien un jour quelqu'un qui connaît vraiment Solario et qui va... Et j'oublie le tableau. 2 ans plus tard, descente de police, on me montre une photo du tableau et on me dit vous avez ce tableau? Je dis bien sûr, il est là. Bon, montrez-le moi, je vous montre. Saisi.
Je dis, mais pourquoi vous me saisissez mon tableau? Ben voilà, vous l'avez acheté à Monsieur Ruffini. Ah, je dis, ça certainement pas. Et en fait, ils ont retrouvé dans le procès, dans l'enquête, ils ont retrouvé dans la comptabilité, s'il en avait une, ils ont retrouvé une facture qu'il avait faite à l'ancien stagiaire et qui avait pris une commission d'ailleurs très très modeste, ce qui était très suspect. À mon avis, il lui a dit, vous allez aller chez Turquin, voilà, vous allez monter le prix, vous allez voir, il va vous l'acheter, ça n'a pas fait un pli. Voilà. Tout ça pour en fait vous décrire le phénomène du faux, le phénomène du faussaire. Et pour réfléchir, alors c'est des idées que je jette, mais il y a ici beaucoup de gens qui sont capables de les récolter, de les transformer, d'en faire quelque chose. Comment tombent les faussaires? Ils tombent rarement par les analyses techniques. Un peu comme vous ne trouvez jamais votre maladie en allant au labo. Le laboratoire d'analyse va trouver la maladie que le médecin lui a demandé de trouver. Et le labo tout seul, il va pas y arriver. Ou alors c'est qu'à la direction du labo, il y a un médecin qui a vu que vous aviez l'œil jaune et que donc vous avez une hépatite. Ce qui fait tomber les voyous, c'est ces relations difficiles qu'ils peuvent avoir entre eux, mais ça on ne peut pas faire grand-chose, ils le font tout seuls assez bien. Mais surtout, et je pense que c'est un problème pour l'ensemble, pas seulement pour le marché, parce qu'aujourd'hui, en fait, les faussaires, leurs vraies victimes, ce sont les musées. Leurs vraies victimes, c'est les plus grands acheteurs, et ce sont les musées. Et derrière le musée, il y a le public. Et ça, c'est quand même vraiment un problème. Et ça permet à des tas de rigolos, comme Thomas Hoving, par exemple, de dire que 40% des tableaux du Metropolitan Museum sont des faux. Ce qui est évidemment ridicule. S'il y en a un, et je pense qu'il y a suffisamment d'yeux exercés qui passent tous les jours devant le musée pour que si un tableau qui est suspect est accroché, un jour il va quand même se trouver quelqu'un pour... Bref. La communication, c'est elle qui a fait tomber Beltraki. Beltraki, ça marchait du tonnerre jusqu'au jour où deux historiens d'art qui travaillaient séparément ont rejoint leur expérience et on conclut qu'ils avaient affaire à une vraie supercherie. Et je vais vous raconter encore une histoire triste. J'avais un collaborateur que j'aimais beaucoup, Pierre-Étienne, qui est parti pour une maison de vente concurrente. Et nous sommes restés très amis. Et quelques mois après qu'il soit parti, il est venu me voir les filles du bureau, voilà. Et à l'heure du déjeuner. Et je vais le saluer. Et je lui dis, écoutez, je ne peux pas résister, on m'a apporté ce matin un tableau, franchement, et c'était un tableau à peu près de cette taille, j'en ai pas gardé la trace, c'était un petit tableau flamand, et je le lui montre, et là il a un mouvement de recul, il me dit, mais c'est pas croyable, on m'a déposé le pendant ce matin. Et je lui dis, mais est-ce que le monsieur qui vous a déposé le tableau, parce qu'il y a un secret professionnel quand même, est-ce que le monsieur qui vous a donné le tableau qui a déposé le tableau chez nous ce matin, son nom commence par un F? Il m'a dit, bah oui, c'est Ferrillon. La boucle était bouclée, et là, on les tenait. Et le directeur de Sotheby's à l'époque, qui était M. Cerutti, a refusé de les poursuivre, parce que là, on les tenait. Voilà. Et en s'abritant derrière le secret professionnel. En disant, non, on doit protéger nos clients. Ça, c'est vrai. Bien sûr que nous devons protéger nos clients, mais on ne doit pas protéger une fraude. On ne doit pas protéger un véritable criminel. Et ça, c'était vraiment criminel. Bon, l'amende a été, comme je vous l'ai dit, de 10 millions quand même, pour Sotheby's, des années plus tard. Tout ça pour vous dire que si nous communiquons plus entre nous, alors c'est vrai que sur le marché de l'art, il y a une certaine opacité. On s'appuie beaucoup sur le secret. Effectivement, le secret fait partie, le secret professionnel, ça fait partie des valeurs d'un bureau comme le nôtre. Et je n'admets pas qu'on ne le respecte pas quand on travaille pour moi. Mais le secret professionnel ne doit pas protéger les faussaires. Et comme le secret médical ne va pas protéger un criminel. Et je pense que, aussi, du côté des musées, entre les musées et nous, je sais que les ponts sont compliqués, qu'il y a des conflits d'intérêts très très importants. Mais la seule façon, mais les conflits d'intérêts, ça se gère. C'est beaucoup mieux que de ne présenter aucun intérêt.
Un conflit d'intérêts, ça se gère. Nous gérons des conflits d'intérêts de 9h du matin à 19h tous les jours. Et il faut avoir une éthique et puis s'y tenir. Voilà. Mais je pense que si nous ne communiquons pas plus entre nous, et c'est vrai avec nos confrères, et c'est pour ça que j'ai répondu avec enthousiasme à votre invitation, avec enthousiasme, parce que je pense que la communication, c'est le poison pour les petits malins qui veulent notre mort, parce qu'ils veulent notre mort. Hugendick a été ruiné, sa réputation a été ruinée, la réputation de très grands conservateurs, à commencer par Walter Spieth, a été ruinée par Beltraki. Ça fait des morts, ça fait des morts. Et ça va pas faire des morts, des petits morts, ça va faire... Parce que ce qui est intéressant pour le faussaire, c'est de tromper, de trahir celui qui a du poids. Et si les gens qui ont du poids ne se parlent pas entre eux, ils ont de beaux jours devant eux. Mais j'aimerais que vous me posiez quelques questions pour vous réveiller. Alors, vu que la séance est enregistrée, si vous voulez poser des questions, je vous amène le micro et vous parlez bien dans le micro. Oui, à ce sujet, si vous voulez revoir réécouter mes bêtises, vous allez trouver à partir de mercredi sur notre site, Turquin. Voilà. Vous aurez la totalité de la conférence, mais vous ne l'envoyez pas au faussaire, s'il vous plaît. Donc, dans un catalogue de vente, à quel moment on décide que ce tableau est attribué à... Quelle est la limite, quel est le moment M de l'attribution à X ou à Y? C'est ça ma question, parce que je l'ai vu souvent dans les catalogues. Attribué à, alors ça c'est le décret Marcus dont parlait Madame Roland tout à l'heure. Le décret Marcus de 1981, il est très clair. Pierre Bruegel, ça veut dire que c'est par Pierre Bruegel. Attribué à, ça veut dire que c'est d'époque, qu'il y a de grandes possibilités que ce soit de Bruegel, mais que nous n'avons pas une sécurité. C'est-à-dire, par exemple, il y a des discussions entre historiens d'art. Un historien d'art va considérer que le tableau est authentique, un autre va considérer qu'il est d'un autre Bruegel. À ce moment-là, vous utilisez le terme attribué à. Mais attribué à, ça veut dire que c'est d'époque. Donc, si le tableau que... Je vais cacher cet affreux... qui me rappelle trop de mauvais souvenirs. Si vous arrivez à prouver que le tableau est 20 ans plus tard que la mort de l'artiste, ou 10 ans même, que la mort de l'artiste en question, vous pouvez vous faire rembourser. La vente elle est annulable. Est-ce que j'ai été clair? Merci. Non? Oui, vous êtes très célèbre dans le milieu pour faire des découvertes, notamment de tableaux qui ont disparu pendant un certain temps et qui ressurgissent. Je pense à votre Casanova, dont on parle dans la presse actuellement et que vous allez bientôt vendre. Comment vous retrouvez les traces de tableaux disparus que vos collègues n'ont pas permis de découvrir? Parce que nous sommes nombreux, monsieur. En fait, parce que nous sommes plusieurs et que j'ai toujours pratiqué ce qu'on appelle, j'ai appris ça à Londres il y a 40 ans, les regards croisés. Pour moi, c'est très très important. Et en fait, j'aurais dû vous le dire, nous sommes une victime des faussaires parce que nous sommes à la recherche, où j'avais commencé à le dire, puis je me suis interrompu, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Donc nous sommes toujours à la recherche d'un chef-d'œuvre en fait. Parce que le chef-d'œuvre, c'est le tableau devant lequel tout le monde va être passé. Le Guido Reni que nous allons vendre, il est depuis 200 ans dans cette famille. 220 ans. Et depuis 220 ans, statistiquement, il y a eu au moins 10 successions. Donc au moins 10 commissaires-priseurs ou experts qui sont passés devant le tableau et qui ne l'ont pas reconnu. Donc il faut regarder les tableaux avec un œil différent. Avoir un œil plus aigu ou un œil, on va dire, plus révolutionnaire. Tout à l'heure, on parlait de l'œil. Qu'est-ce que c'est que l'œil dont on parle tellement? L'œil, chez nous, c'est l'intuition. Et l'intuition, elle a une valeur très importante dans l'histoire de l'art, qui nous réunit tous, qui est une science humaine. Mais sans intuition, il n'y a pas de mathématiques non plus.
n'y a pas de physique. L'intuition, c'est l'intelligence, c'est ce qui va pousser les lignes, ce qui va pousser les limites. Et ça nous rend très fragiles au faussaire. Parce qu'il sait que nous sommes à la recherche de quelque chose qui est un peu limite, qui est un peu... Il sait que nous cherchons tel ou tel tableau qui a disparu sous la Révolution ou pendant la Révolution russe, dont on soupçonne qu'il est en Europe, enfin qu'il est chez nous. Et donc il va travailler pour nous. Donc en fait, ce qui fait le sel de notre métier, c'est le miel de nos ennemis. Et c'est ce qui nous rend effectivement fragiles. Et plus vous cherchez à faire des découvertes, c'est-à-dire plus vous avez un œil aigu, agressif devant les œuvres, plus vous cherchez à trouver l'impossible en fait. C'est ce qu'on cherche. Mais au fond, c'est ce que font tous les historiens d'art. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à faire bouger les lignes, cherchez à avoir un œil différent. Enfin, au bout d'un certain temps, si on est étudiant, on apprend. Mais après, on a envie de trouver quelque chose. Un nouveau document, une nouvelle œuvre, une nouvelle période d'un artiste, une nouvelle... ce qu'a fait Pierre Rosenberg pour Chardin en 1975, quand il a révolutionné la datation des œuvres de cet artiste. Donc on va être à la recherche de choses complètement nouvelles. C'est le sel du métier, mais c'est ce qui nous rend terriblement fragiles. Moi j'ai une question sur le fameux Caravage de Toulouse, que vous avez vendu il y a un certain nombre d'années, qui a été vendu après de passer par vous. Et j'avais suivi cette vente avec beaucoup d'intérêt. Et je me souviens du dossier qui était un magnifique bouquin avec toutes les analyses possibles et imaginables que vous aviez publié à ce moment-là. Et dans ce livre, il manquait une analyse des liants du tableau, dont vous avez très judicieusement parlé à propos du faux Hals de Ruffini. Est-ce que vous vous souvenez si cette analyse avait été pratiquée et si quel en avait été le résultat? Je sais que c'est un peu détaillé comme question, mais ça m'intéresse. Non, je vois où vous voulez en venir. Je crains. Écoutez, alors, pour ce tableau, je me suis posé beaucoup de questions, mais en aucun cas son époque. Personne n'a jamais, sauf le Guardian avec un journaliste allumé, Christopher Jones, qui avait écrit que le tableau était faux. Mais il a écrit la même chose pour le Cimabue qui est au Louvre aujourd'hui, et il l'écrit assez souvent, et apparemment c'est un journal qui se spécialise dans les fake news. En tout cas, dans mon domaine. Non, je n'ai pas fait d'analyse du lion de ce tableau, mais j'ai quand même des bonnes nouvelles pour vous, pour le tableau. C'est vrai que ce tableau était un combat terrible, et c'était surtout un combat contre beaucoup d'historiens d'art italiens, qui étaient pour certains très proches de nous, des amis même, qui sont restés des amis, mais il y avait un vrai débat, où l'apparition de ce nouveau tableau choquait, on bougeait les lignes en fait, et pour certains ça bougeait trop loin. Mais c'est les principaux adversaires du tableau, Giuseppe Porzio, comme Maria Cristina Terzaghi, dans le dernier catalogue Caravage dans l'exposition de Rome, sont revenus sur leur avis négatif sur le tableau, qui fait la joie de son propriétaire à New York. Mais non, nous n'avons pas fait d'analyse de lion. Alors, parlons des analyses. Les analyses, on peut en faire. Il faut d'abord savoir que c'est coûteux, et que ça atteint quand même l'intégrité de l'œuvre. Donc si tous les experts font des analyses, font des prélèvements de pigments chaque fois qu'un tableau passe en vente publique, mes petits-enfants n'auront pas grand-chose à vendre. Donc ça pose quand même un problème. L'autre problème, c'est un problème de coût. Rapprochez ça de la médecine. Vous faites les analyses que vous recommande votre praticien. Si vous avez un bon généraliste, ben, il vous donne 2 analyses et il trouve que vous avez effectivement une hépatite. S'il est nul, il va vous donner 15 analyses. Vous allez mourir privé de votre sang et la sécu au tapis. Voilà. Bon, mais je reconnais que ma question était un peu dérangeante et je vous remercie. Non, elle m'a beaucoup plu. Est-ce que la police fait souvent appel à votre expérience? Oui, souvent non. Et d'abord, nous retrouvons beaucoup de tableaux volés, toutes les semaines, pratiquement. Donc, écoutez, il nous passe entre 10 et 15 000 tableaux par an entre les mains, ou en tout cas sur nos écrans. Sur les 10 ou 15 000, oui, il y a des tableaux, mais ils ont pu être volés il y a 100 ans. Ils ont pu être volés pendant la guerre, ils ont pu être... Oui, et nous collaborons régulièrement. Alors, pour parler de la police, j'aurais dû... Jusqu'à une époque récente, le problème des faux n'intéressait personne.
Je pense que même le festival n'aurait pas eu l'idée, il y a 20 ans, de faire un colloque, de faire une réunion en prenant un thème pareil. Et en fait, c'est à partir du moment où les faussaires ont commencé à s'attaquer au musée que c'est devenu un problème d'intérêt public. J'ai approché, dans les années 2000, la police, l'OCBC, pour ne pas le nommer, le colonel Coirier à l'époque, en lui demandant de s'occuper de ce problème. Il m'a dit, écoutez, on a assez de problèmes comme ça, je ne peux pas tout faire, voilà. Et puis, il y a 10 ans, le colonel Gauffeny, qui avait pris sa suite, nous a fait un speech aux experts judiciaires près des tribunaux, en disant, j'ai plus de boulot, il n'y a plus de cambriolage. Et effectivement, les cambriolages grâce à Internet, les cambriolages de tableaux, ils ont chuté de 90%. Parce que voler un tableau, c'est facile, mais vous atterrissez chez nous. Donc non seulement on va vous prendre votre tableau, mais on va vous dénoncer. Donc, et en fait, ils ont commencé à réellement s'intéresser, à utiliser les moyens de l'État pour poursuivre ces gens-là. Et ça c'est une bonne nouvelle. Mais le vrai sujet, c'est de comprendre que ces gens sont des voyous, que ce sont des affreux. Le livre de Férillon, Faussaire, c'est à vomir tellement c'est nul, tellement il trahit sa femme, il trahit ses enfants, il trahit tous ses copains, il trahit tout le monde. Et c'est parce qu'ils trahissent qu'ils arrivent à réussir. Ils arrivent à se glisser dans la peau d'un autre pour en profiter. Il faut être un minable pour réussir comme faussaire. Et quand j'entends dire qu'un faussaire est génial, moi ça me révolte. Un faussaire n'est jamais génial. Il peut avoir du talent, oui, mais il n'est pas génial, sinon il serait un artiste. Une dernière question. J'avais une question par rapport à ces affreux personnages, justement. Les faussaires proposent-ils systématiquement des tableaux dont la trace a été perdue en sachant personnellement que vous les recherchez, ou est-ce qu'ils s'attellent également à proposer des compositions nouvelles qui pourraient justement piquer votre curiosité par rapport à des artistes qui des étoiles qui ont été produites par ces derniers? Non, c'est une bonne question. Alors, si vous voulez, un faussaire comme Ruffini, lui, il va créer le tableau ou Van Meegeren, il crée. Là, il part et puis il va créer, puis il va aller de plus en plus. Mais les faussaires sont presque... C'était le cas de Van Meegeren, qui faisait des tableaux de plus en plus grands. Beltraki, il a été grisé. Ils sont grisés, non pas par leur succès, ils sont grisés par l'argent. Ces gars-là, quand ils gagnent des dizaines de millions d'euros, ils pensent que tout est possible. Et au fond, après, effectivement, ils vont pousser le bouchon trop loin, quelquefois. Ward, lui, ne l'a pas poussé trop loin. Il est resté caché dans son entreprise. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup.